je voudrais d'abord remercier la librairie Olivieri qui, encore une fois, nous accueille pour des débats de ce type. La librairie Olivieri est une véritable institution à la fois de savoir, mais aussi une véritable institution démocratique, je dirais. Et je prends ce mot très au sérieux. Et je voudrais vraiment remercier Isabelle et les autres personnes qui ont travaillé donc à la réalisation de cet événement. Je voudrais aussi remercier le Centre de recherche en éthique et en particulier Valérie Giroux qui a travaillé avec moi donc, pour l'organisation de cet événement. Au Centre de recherche en éthique, nous avions parlé donc, de la réalisation d'un événement public comme celui-ci il y a déjà quelques semaines, et le tout s'est organisé très rapidement grâce à la bonne volonté aussi de mes collègues que je suis ravi d'accueillir ici ce soir. Alors, j'ai toujours du mal avec cette expression à ma droite. Donc Marie-Joëlle Zahar, qui est ma collègue au département de sciences politiques donc, de l'Université de Montréal. À sa gauche, Riewa Chong, qui est ma collègue donc, en philosophie politique à l'Université de Montréal. Colin Gray, qui est professeur à la faculté de droit, c'est comme ça qu'il faut dire, au département de droit, la faculté de droit et de sciences politiques, je ne sais Laisse plus. libre cours à ton imagination. D'accord, donc à mon imagination. Donc Colin, donc, merci d'être avec nous ce soir. Et Lucie Lamarche, donc, qui est elle aussi à la faculté de droit donc, de l'UQAM. Alors, comme vous voyez, le débat déjà s'annonce intéressant, ne serait-ce que par la composition donc, de ce panel, pour employer cette expression. J'aimerais souligner également qu'une question comme celle des réfugiés aujourd'hui pose problème, non pas parce qu'il faut remettre en cause l'accueil aux réfugiés, bien au contraire, mais parce qu'on s'aperçoit que, notamment suite aux événements tragiques de la semaine dernière à Paris, il y a un discours ambiant qui consiste à remettre en cause non seulement l'accueil des réfugiés sur la période qui est prévue par le gouvernement fédéral, mais qui consiste à remettre en cause l'idée même d'accueil aux réfugiés sous prétexte de considérations sécuritaires. Alors on ne peut pas écarter donc ce débat cette problématique de nos débats. D'un autre côté, je tiens aussi à ce que nous ne soyons pas, disons, dirigés par l'actualité, c'est-à-dire que nous soyons en mesure de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité pour pouvoir aborder de plein front donc la question de nos obligations et de la nature de ces obligations à l'égard des personnes réfugiées. Alors je vais donc commencer par cela, c'est-à-dire je vais demander à chacune des personnes très brièvement pour environ 5 minutes d'exprimer ce qu'elles pensent de la situation et ce qu'elles pensent de ce que sont nos obligations. Est-ce qu'il y en a d'abord? Parce que nous pourrions croire en fait qu'il n'y a pas d'obligation véritablement, qu'il y a en fait quelque chose qui pourrait être de l'ordre par exemple de la charité, mais qui n'a rien à voir avec des obligations juridiques ou des obligations morales. Ça pourrait être tout simplement quelque chose qui est indépendant de ces considérations. Donc je veux les entendre et j'espère que vous voulez les entendre aussi donc, à ce sujet. Dans un deuxième temps, il y aura une autre question que je leur poserai. Nous verrons s'il y a la possibilité qu'il y ait échange entre eux. Et très rapidement, donc, nous ouvrirons la discussion à la salle. Et pour ce faire, il faudra cependant que vous vous déplaciez vers le micro qui est ici, d'accord ? Parce que nous ne pouvons pas faire circuler le micro dans la salle. Il faudra donc venir, si vous avez des questions, à adresser donc à l'une ou l'autre des panélistes qui sont parmi nous ce soir. Donc je vais commencer par tout simplement par Marie-Joëlle, puis ou alors Colin si tu préfères. Donc on peut commencer par Colin, puis ensuite Marie-Joëlle, ensuite Rioa et ensuite Lucie. Ça vous convient? Premièrement, c'est la première fois que je présente en français dans une séance publique comme ça, alors je vais essayer de ne pas utiliser mes notes, mais ça se peut que je vais les utiliser. Alors, de mon point de vue, on a des obligations envers les réfugiés. Il faut comprendre la question des obligations du point de vue que ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un jugement pratique. Et quand on fait des jugements pratiques, ces jugements se font toujours face à l'inconnu. Alors, c'est-à-dire, on essaie de découvrir la nature de nos devoirs pendant que nous sommes en train de les faire, de faire nos décisions. Alors,
de mon point de vue aussi, ce jugement pratique doit se faire dans un environnement juridique où il n'y a pas de question d'obligation légale. On n'a pas des obligations légales, strictement légales, de réinstaller les réfugiés qui se trouvent dans les pays avoisinant le Syrie, de les réinstaller ici au Canada. Et je peux m'étendre sur ce sujet plus tard. Mais à cause du fait qu'on n'a pas des obligations juridiques, ça rend encore plus important la question de discerner, de trouver ce sont quoi nos obligations morales. Et de mon avis, en cet égard, nos obligations sont un mélange de devoirs, soit de la charité, soit des devoirs de la charité, de bienfaisance, et des devoirs de la justice. Alors, de mon point de vue, il existe des obligations de charité qui sont des vraies obligations. Il y a une manière de conceptualiser ces obligations comme étant partie de structures de gouvernance. Okay? Alors, je vais tenter d'expliquer ce que je veux dire rapidement. Alors pour moi, les obligations de justice sont des obligations soit de ne pas blesser des personnes, très simplement, ou soit de les compenser si nous les avons blessés. Soit les compenser ou de réformer nos institutions ou prendre d'autres mesures appropriées dans la mesure qu'il y a une blessure pour lesquelles nous sommes responsables. Par contre, les devoirs de bienfaisance sont des devoirs pour alléger la souffrance des autres. Alors, des devoirs pour alléger les souffrances quand il n'y a pas de lien de responsabilité entre nous et cette souffrance. Maintenant, la littérature philosophique sur l'immigration, sur les questions internationales morales, a une tendance de, c'est quoi le mot, rabaisser les questions de devoir de bienfaisance. Et par bienfaisance, ce que je veux dire, c'est la charité, l'humanité, des types de devoirs qui sont normalement vus comme un peu plus optionnels, un peu plus exceptionnels, d'avoir un peu plus de latitude. Et dans la littérature, ce qu'on voit, c'est une tendance d'essayer d'avoir ces débats par rapport à nos obligations envers, par exemple, les réfugiés, d'avoir ces débats sur le terrain de la justice. Mais, et ça c'est de mon avis, ça serait très difficile d'établir des obligations de justice envers les réfugiés syriens. On pourrait raconter une histoire de responsabilité des Canadiens, peut-être basée sur une histoire de complicité avec le régime de Bachar al-Assad au préalable de la guerre civile en 2011, ou peut-être basée sur notre échec d'intervenir plus tôt ou plus efficacement dans la guerre civile dès qu'il a été... c'est quoi le mot Déclenché, merci beaucoup. Dès qu'il était déclenché. Mais ces histoires de responsabilité ne seraient pas, de mon avis, tout à fait convaincantes. Et de plus, ce qu'ils feront, c'est de masquer la possibilité d'avoir des obligations, des devoirs de bienfaisance. Je vais essayer d'être... assez vite. Alors, de mon avis, ces devoirs de bienfaisance peuvent être exigeants. Les critiques qui voient ces devoirs comme n'étant pas exigeants sont exagérées. C'est vrai qu'il a une caractère différente que des devoirs de la justice, mais ils peuvent être exigeants, continus, non exceptionnels. Alors, par exemple,
dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que la réaction normale, sentimentale envers les échecs de bienfaisance n'est pas le ressentiment, mais c'est la blâme. Mais ce n'est pas très agréable d'être blâmé. J'ai une petite passage qui vient de le philosophe Adam Smith, où il dit que ceux dont le cœur ne s'ouvre jamais au sentiment d'humanité devraient, pensons-nous, être exclus de la même manière de l'affection de leurs semblables et n'être autorisés à vivre en société que comme au milieu d'un immense désert où personne ne serait là pour leur prêter attention ni pour s'inquiéter de leur existence. Alors, si on ne remplit pas nos devoirs de bienfaisance, on peut être abandonné par nos pères. Et c'est pour ça qu'on essaie de démontrer, même l'ancien gouvernement canadien, conservateur, a essayé de démontrer qu'on n'est pas sans pitié, qu'on n'est pas sans cœur. Parce qu'il y a des vraies conséquences que si les autres concluent qu'on est sans pitié. Et finalement, je terminerai avec cela. On peut avoir des devoirs de la justice qui surgissent de nos devoirs de bienfaisance. Alors, par exemple, même si on ne peut pas être tenu comptable pour avoir blessé les réfugiés syriens, on peut, par exemple, blesser les personnes, on peut faire des injustices en donnant la charité, c'est quoi le mot, blessante. On peut blesser des personnes par donner de la mauvaise charité. Et en plus, on peut être coupable pour l'échec de l'exercice entier de nos devoirs de bienfaisance. Et ici, je vais finir avec une référence à un passage dans la métaphysique des morales de Kant. Et il dit, Kant explique que les échecs de nos devoirs de vertu, normalement, comme les devoirs de bienfaisance, normalement ne sont que la démérite. Ils sont simplement l'absence de valeur morale. Sauf, et c'est cette exception, cette clause exceptionnelle que moi je veux souligner, sauf si ce devenait pour le sujet, la personne, un principe que de ne pas se conformer à ses devoirs. Alors, si une personne le prend comme un principe de ne pas être bienfaisant, là, il soit coupable, là, il est coupable et doit, à l'échec d'être bienfaisant, peut être une injustice à laquelle on répond. Et ça termine mes remarques. Et ça va être probablement à la fois similaire mais aussi très différent parce que je ne parle ni le langage des philosophes nécessairement ni celui des juristes. Par contre, en tant que... Peut-être approcher le micro tout petit peu. Ça va. En tant que politologue, je pense que ce de quoi je vais entretenir tout le monde, c'est de notre rôle collectif, le Canada comme pays et nous comme membres de ce pays, dans la construction de la communauté internationale dans laquelle nous vivons. Et je pense qu'il est très important, indépendamment de nos obligations juridiques, de réfléchir au fait que nous construisons le monde dans lequel nous vivons. Colin l'a suggéré, nos gestes, nos faits envoient des images de ce que nous sommes, de ce que nous voulons construire comme monde, mais également de ce à quoi nous pouvons nous attendre en retour. Et dans un contexte de mondialisation, et je veux le souligner, nous sommes dans un monde profondément interdépendant où nos identités, nos allégeances, les questions qui nous font vibrer ne sont jamais locales. Elles sont toujours liées à des communautés de destin qui se passent ailleurs sur la planète, qu'il s'agisse de notre intérêt pour l'environnement, pour la justice sociale, etc. Aujourd'hui, nos problèmes ne se définissent plus de manière locale. Dans un monde mondialisé, interdépendant, ce qu'un pays fait construit le monde. Et donc, c'est quelque chose qui s'est traduit par
cette solidarité internationale que nous voyons d'ailleurs lorsqu'il y a des crises humanitaires, des catastrophes naturelles. Et la question que je veux poser aujourd'hui, c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de réfléchir à des problèmes de réfugiés, cette solidarité commence à être remise en cause. Elle est remise en cause pour plusieurs raisons. Elle est remise en cause pour des inquiétudes sécuritaires. Elle est aussi remise en cause pour des inquiétudes socio-culturelles, pour mettre les choses, dire les choses telles qu'elles sont. On se pose la question si ces personnes venant d'ailleurs, de pays souvent déchirés par des actes très violents, certains diraient même barbares, ne vont pas importer ce genre de pratique chez nous. Mais la question que l'on ne se pose pas, c'est dans quelle mesure ce qui se passe dans ces pays-là est profondément lié à ce que notre pays ou d'autres pays ont pu faire pour mener ces pays au bord du précipice. Il ne s'agit pas ici d'accuser le Canada, mais pour mettre carte sur table, je suis de retour à l'université après 3 ans passés aux Nations Unies à essayer de régler des crises internationales, y compris le dossier syrien. Il est très intéressant de voir dans quelle mesure la crise syrienne est devenue complexe, difficile à résoudre et internationalisée à cause de l'action de différents États. Nous ne les nommerons pas, nous ne les pointerons pas du doigt, mais essentiellement ce qui se passe en Syrie aujourd'hui n'est plus un conflit syrien. C'est un conflit dans lequel le monde entier a sa part de responsabilité. Et donc, la question qui se pose, c'est, étant donné notre incapacité pour l'instant à aider, à régler ce qui se passe dans ce pays, n'avons-nous pas des responsabilités envers les gens que nous avons? Et quand je dis nous, je parle de la communauté internationale, pas juste du Canada, mais que nous avons abandonné. Je rappelle à tout le monde que lorsque l'opposition syrienne est descendue dans les rues pour faire face à un régime brutal, elle a été fortement appuyée par les ambassadeurs de grandes puissances qui l'ont encouragée à se manifester. Et lorsque tout d'un coup le régime a, lui, par contre, pris les armes contre cette opposition-là, nous avons été beaucoup plus lents à réagir et à l'appuyer pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Alors maintenant, venons au Canada. Le Canada est un acteur qui a pris vraiment les devants dans les années 90 et au début des années 2000 pour changer profondément le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas une grande puissance, mais le Canada a été un acteur moral important dans des débats qui ont mené à une redéfinition de la sécurité internationale. La sécurité internationale était définie comme la sécurité des États. Nous avons fait changer cela, pas seuls, mais en collaboration avec d'autres pays qui pensaient la même chose, pour dire que non, la sécurité devait être avant toute chose une sécurité humaine. Et que lorsque les États réussissaient à maintenir leur sécurité aux dépens de celle de leurs citoyens, nous ne pouvions plus rester impassibles. C'est pour cela que nous avons aussi mis de l'avant une notion qui, pendant très longtemps, est devenue honnie dans ce pays, qui est la notion de la responsabilité de protéger. Une notion qui remet en cause la souveraineté absolue des États et qui dit que lorsqu'un État ne peut ni ne veut protéger ses citoyens, c'est à nous, en tant que communauté internationale, d'agir. Et je pense que c'est à ce nom-là, au nom de cette responsabilité de protéger, qui ne peut ni ne doit être limitée à des interventions militaires, que nous avons des obligations envers les réfugiés aujourd'hui. Ces réfugiés-là sont actuellement dans des pays d'accueil voisins qui sont eux-mêmes soumis à d'énormes pressions, qui risquent eux aussi de verser soit dans la violence ou bien dans le tumulte social à cause en partie, mais pas seulement, de la présence des réfugiés. Il me semble que si nous gardons nos bras croisés et que nous ne faisons rien, que nous n'accueillons pas des réfugiés nous aussi, nous serons responsables d'abord d'une propagation du conflit syrien aux pays avoisinants. Nous serons également responsables d'une faille morale très grave, parce qu'aujourd'hui, dans un monde de médias sociaux, les gens voient, les gens écoutent et les gens jugent les pays pour ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Et
non seulement les Syriens, mais les potentiels réfugiés d'autres pays se poseront la question du type de monde dans lequel nous sommes si les pays d'accueil ferment leurs portes. Et puis finalement, je pense que si nous prenons ce genre de position où on se protège sans réfléchir à cette communauté de destin que nous avons, qu'on le veuille ou pas avec le reste de la planète, eh bien nous contribuerons à créer un monde dans lequel nous devrons vivre dans des forteresses avec des fusils pointés vers l'extérieur, incapables vraiment ni de partager ni de profiter de ce que cette mondialisation peut nous apporter. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que politologue, je trouve qu'il n'y a pas de questions à poser. Pour moi, il est évident qu'il faut accepter les réfugiés. Et là-dessus, je laisserai la parole au reste de mes collègues pour voir qu'est-ce qu'ils ajoutent en plus de leur côté à mes arguments. Ils auront des arguments probablement beaucoup plus solides d'un point de vue philosophique et juridique. Mais moi, voilà, d'un point de vue politologique, comment je vois les choses. Alors, merci encore une fois à Christian d'avoir organisé cette table ronde et merci à vous d'être ici présents. Merci infiniment aux collègues dont les interventions me nourrissent infiniment. Et je voudrais peut-être rebondir, en fait, il y a quand même convergence des thèmes là, qui sont discutés. Alors, je voudrais quand même revenir avec l'idée des obligations de justice et de charité dans un deuxième temps. Je voudrais aussi revenir sur la confrontation potentielle, en fait, la confrontation parfois très violente entre les droits des États et les droits des individus, des êtres humains. Mais tout cela à l'aune donc de la notion de souveraineté dans l'ordre international. Alors, je voudrais juste simplement rappeler en quoi consiste le concept de souveraineté des États. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, tout de même dans un ordre international qui est façonné de part en part par une conception relativement traditionnelle des attributs de la souveraineté et des prérogatives classiques qui sont rattachées à la souveraineté des États. Alors, très rapidement, donc, on se plaît à raconter cette histoire suivante. Depuis la fin des guerres de religion qui ont morcelé l'Europe au XVIIe siècle, il y a eu le traité de Westphalie en 1648 qui va donner naissance à la conception moderne de la souveraineté des États-nations sur la base d'au moins 3 prérogatives. Alors, la souveraineté des États repose notamment sur, évidemment, le principe de l'autodétermination politique, le principe de l'intégrité territoriale et aussi sur le troisième principe ou la troisième prérogative de pouvoir attribuer les critères de citoyenneté à qui on pense mérite cette citoyenneté-là. Donc l'attribution de la citoyenneté, autodétermination politique, intégrité territoriale sont à la base de la conception moderne et contemporaine de la souveraineté des États qui, malgré le fait qu'on parle beaucoup de mondialisation, sont encore, à mon avis, profondément au cœur de notre conception contemporaine du droit international, même s'il est vrai, comme Marie-Joëlle vient de l'évoquer, même s'il est vrai qu'il y a eu, par exemple, le paradigme westphalien classique est devenu de plus en plus obsolète dans le contexte de mondialisation, c'est un fait que nous pouvons constater une forme d'interdépendance politique et structurelle et économique qui est de plus en plus attestée. Cela est sans doute absolument vrai. Et dans ce contexte-là, parler de la mondialisation qui remet en cause certaines prérogatives de la souveraineté des États fait tout à fait sens. Marie-Joëlle, justement, invoquait le fait que certains modèles comme le R2P remet aussi en cause certains attributs soi-disant absolus de la souveraineté des États, dans la mesure où le modèle de R2P, la responsabilité de protéger, confère la reconnaissance externe de la souveraineté des États seulement aux États qui sont en effet capables de démontrer qu'ils ont été capables d'assurer la sécurité humaine de leurs propres ressortissants. Si cela n'est pas fait, comme par exemple dans le contexte d'une guerre civile qui vire en génocide, par exemple, alors la communauté internationale se donne le droit de ne pas respecter les prérogatives ou les privilèges externes de la souveraineté des États dans ces cas-là. Alors, voilà en quoi consiste donc une conception étatiste qui, à mon avis, dans le contexte de la mondialisation, demeure encore tout à fait actuelle, en dépit de certains aspects obsolètes. On parle des aspects obsolètes de cette conception étatiste du droit international à l'aune justement de la mondialisation économique qui parfois, effectivement, remettent en cause la capacité des États de s'autodéterminer réellement. Donc, des crises économiques, par exemple, remettent en cause certains des attributs ou certaines des prérogatives classiques de la souveraineté des États. Certains enjeux transnationaux appellent à une refonte également de la conception étatiste du droit international, comme c'est le cas, par exemple, des changements et des enjeux climatiques.
qui appelle à une plus grande coopération internationale. Et face à cette coopération internationale, évidemment, les États seront appelés à repenser les attributs de leur souveraineté absolue. Mais il en demeure pas moins que dans le contexte de la mondialisation, même si on parle souvent de monde sans frontières, des frontières, il en existe, très malheureusement. On peut effectivement constater que les États ont tendance à coopérer de façon même parfois très, très harmonieuse lorsque leurs propres intérêts sécuritaires sont en cause, comme ça a été le cas, par exemple, lorsqu'il a fallu coordonner les efforts des États face à la menace de pandémie du SRAS en 2003, comme ça a été aussi le cas quand on a appelé les États à coopérer ensemble pour essayer d'endiguer la menace d'une pandémie de l'Ebola, qui est fantasmée par ailleurs à bien des égards. Mais lorsque, justement, la coopération internationale dépasse les intérêts bien compris des États égoïstes, on ne peut plus faire croire que nous vivons réellement dans un monde de coopération internationale sans frontières. En fait, les frontières et les murs s'érigent, parfois très littéralement, comme ça a été le cas effectivement lorsque le gouvernement hongrois a décidé de construire un mur pour essayer d'endiguer l'arrivée des migrants à partir de la Serbie. On peut aussi imaginer, vous vous souvenez de cette photo qui avait circulé sur les réseaux sociaux où il y avait des migrants qui étaient sur une ville frontalière espagnole en Europe, qui étaient perchés sur une clôture qui donnait sur un terrain de golf, qui était exploité par des citoyens nantis, et on voyait ces migrants qui étaient perchés sur cette clôture qui illustrait littéralement un no man's land où ces migrants sont parfaitement perdus dans un monde qui a tendance effectivement à asseoir les délimitations territoriales sur les prérogatives de la souveraineté absolue des États. Et c'est dans ce contexte-là, donc, qu'il faut réfléchir à la crise des réfugiés et la crise des migrants. On a fait grand cas de la distinction potentielle entre le statut des réfugiés et le statut des migrants, pour faire valoir, à juste titre, que le statut des réfugiés vient avec l'idée d'une détresse urgente. Mais je voudrais simplement faire valoir aussi que cette distinction ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des situations de migration dite économique qui sont tout aussi éloquentes du désespoir et de la détresse humaine. On n'a qu'à penser, par exemple, au phénomène des enfants migrants qui voyagent seuls en Amérique centrale. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce phénomène qui est de plus en plus documenté. Des enfants qui, par exemple, sont envoyés par leurs parents à partir de l'Honduras en l'espoir de pouvoir envoyer leurs enfants seuls, non accompagnés, jusqu'aux frontières des États-Unis. Certains, parfois les plus malheureux, vont se retrouver sur le toit de la Bestia. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce train de la mort qui circule dans les villes frontalières Mexique-États-Unis. Alors les migrants clandestins sans papier montent sur le toit de ces trains-là et, à leur risque et péril, au prix de leur vie, espèrent pouvoir donc cheminer d'une ville transfrontalière à une autre dans l'espoir de pouvoir entrer aux États-Unis de manière clandestine comme ça. Tout ça pour vous dire qu'en vérité, des frontières, il y en a, et sont très bien dessinées. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il faut penser les droits fondamentaux des individus qui voudraient faire valoir leur statut de réfugié. Et donc, on peut par exemple penser à un philosophe qui s'appelle Joe Cairns, qui a été très, très, très influent dans sa littérature sur la migration, sur les réfugiés, et qui disait en gros ces choses suivantes, et je vais m'arrêter là, mais ce sont des choses importantes pour comprendre comment les droits des États rentrent violemment en conflit avec les droits humains qui sont effectivement sous-jacents à la revendication du droit d'asile pour ces réfugiés. Alors, la première chose qu'il faut comprendre dans le modèle philosophique de Joe Cairns, c'est que, là où on est ne dépend pas de notre mérite personnel, moral. C'est-à-dire que c'est un effet du hasard, c'est un effet de la loterie naturelle que d'être né ici, bien chanceux que nous sommes au Canada, en Amérique du Nord, et pas plutôt, par exemple, au Botswana, en Afrique subsaharienne, pendant la pandémie du VIH-Sida, en Afrique subsaharienne. Est-ce que avons-nous un mérite moral à avoir une espérance de vie d'à peu près 80 ans ici au Canada? Est-ce qu'une personne, dans le contexte de la pandémie du VIH-Sida en Afrique subsaharienne, au Botswana, qui ne pouvait jouir ou espérer d'une espérance de vie de 37 ans seulement, est-ce que cette personne a une responsabilité morale dans le lot que la loterie naturelle lui réserve? À partir du moment où vous dites que ces effets de la loterie naturelle ne devraient pas avoir une influence permanente et pervasive dans vos capacités et dans vos possibilités d'avenir, alors il se peut que vous en veniez à la conclusion de Joe Cairns que c'est un droit humain le plus fondamental que le droit à la liberté de circulation et le droit à la migration. La deuxième chose, c'est que nous, les États, les démocraties libérales, si nous sommes cohérents avec nous-mêmes,
nous devons reconnaître que l'exercice de la citoyenneté, c'est aussi l'exercice et la possibilité de pouvoir profiter de l'égalité des chances et de la liberté de circulation. Si tel est le cas, même si vous n'adhérez pas à des théories de justice globale, pour être cohérent avec vous-même, vous devez pratiquer une politique d'ouverture des frontières à l'égard des co-semblables humains qui voudraient pouvoir se prévaloir des privilèges de la citoyenneté canadienne en termes de sécurité fondamentale, en termes de liberté de circulation et en termes de jouissance de l'égalité des chances. C'est un principe de cohérence morale des démocraties libérales selon le point de vue de Joe Cairns. Pour ce qui est cette fois-ci du cas des réfugiés, il y a un argument de charité, un argument fondamental. Si l'argument de justice globale ne vous convainc pas, c'est-à-dire l'idée que nous partagerions une responsabilité causale dans les phénomènes qui ont causé justement les phénomènes de réfugiés et de migration massive, alors l'argument de charité consiste à reconnaître que certains individus ici-bas dans le monde suffer harms, souffrent de torts qui leur sont commis, et dans cette détresse inouïe, ils ont le droit le plus fondamental à ce que notre collègue ici parlait des obligations de bienfaisance, qui sont certes des obligations de charité qui peuvent paraître surérogatoires. Quand on parle d'obligations de charité, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des obligations qui échappent à la contrainte institutionnelle. Mais cela dit, un peu comme c'est le cas, par exemple, avec l'obligation de bon samaritain qui existe ici dans le Code civil québécois, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'à tout récemment, l'obligation de venir en aide à une personne, même si vous n'étiez pas causalement responsable des torts que cette personne subissait, jusqu'à tout récemment, c'était une obligation considérée de charité, c'est-à-dire une obligation surérogatoire qui échappait à la contrainte coercitive. Mais depuis les années 2000, cette obligation de bon samaritain est devenue mandatoire, c'est-à-dire que dans la mesure de vos capacités, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la catégorie conceptuelle a changé. Ce n'est pas parce que vous avez une responsabilité causale dans la production des torts qu'autrui subit que vous avez une responsabilité à son égard, mais vous avez une responsabilité qui est maintenant sanctionnable. L'obligation du bon samaritain ici au Québec a donné lieu à une interprétation de contrainte juridique. Si vous ne respectez pas votre obligation de bon samaritain, vous êtes passible d'amende et de sanctions parce que vous avez violé le principe selon lequel si vous êtes en mesure, si vous avez les capacités de venir en aide à quelqu'un qui subit une détresse, vous avez l'obligation coercitive de le faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dès lors penser que nous avons une obligation, peut-être pas de charité, de justice en termes de responsabilité causale, quoique je suis plutôt d'avis de Marie-Joëlle que oui, il y a certainement une lecture d'analyse politique de responsabilité causale de toute la communauté internationale dans le désastre qui est devenu le conflit syrien. Mais en dépit de cela, si cela ne vous convainc pas, nous avons au moins une obligation de bon samaritain qui est, comment dire, impérative, aussi impérative qu'une obligation de justice, parce que certes, nous avons les capacités de leur venir en aide. Merci Christian. Bonsoir tout le monde. Alors c'est chouette de parler la dernière. Et je vais m'assumer, je suis juriste et je vais tenter de donner une réponse de juriste. Je pense que le micro ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas? Oui, ça va. Parce que moi non plus, j'entendais pas. Donc, ouais. OK. Alors voici la réponse. Un tout petit oui légal, tout petit oui légal à la question de savoir si il existerait des obligations juridiques d'accueillir des personnes que l'on qualifie de réfugiés. Je ne souhaite pas répéter les propos éloquents qui vous ont été proposés par mes collègues, mais il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est la Charte des Nations Unies. Merci. Pardon? Merci. Bon. Alors, je vais la mettre en contexte toutefois. Utilisons une analogie boiteuse avec les réfugiés climatiques, une catégorie juridique qui n'existe pas. Mais les réfugiés, eux, existent. On sait que dans la zone pacifique actuellement, pour le meilleur ou pour le pire, de manière heureuse ou moins heureuse, les États coopèrent entre eux. Bon, c'est le cas de ces petits États souverains qui sont des îles sur le point d'être submergés, où s'installe petit à petit ce qu'on appelle une pratique des États
de coopérer au sens de la Charte des Nations Unies, afin donc de prévoir de manière humaine, voire charitable, le sort de ces to-be réfugiés climatiques. Donc, j'aime bien mon oui timide, parce que c'est un oui quand même. Alors, c'est pas non, il n'y a aucune obligation juridique. Deuxième analogie, ou deuxième point d'entrée à ce petit oui timide, les États, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec les pratiques de routing ou d'acheminement des réfugiés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies vers certains pays. Il y a là un monde de pratiques qui n'est pas toujours romantique d'ailleurs. Hein? Et il y a beaucoup de démarches et de manœuvres et de stratégies qui sont mises en œuvre pour convaincre des États d'accueillir des quotas. Quoi que nous en pensions, et quel que soit dans certains cas le piètre niveau d'élégance de ces pratiques, ce sont des pratiques internationales qui ne sont pas fondées sur les conventions spéciales de réfugiés, mais bien, je crois, en bout de route, sur les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Alors, je vous propose de vivre d'espoir en acceptant ce oui timide et en acceptant la proposition qu'il existe, du point de vue des États, des pratiques. P minuscule. Il existe des pratiques, tantôt régionales, tantôt fort bien établies, comme celle de la distribution des personnes qualifiées de réfugiés à partir des camps ou des zones de proximité à un conflit vers l'accueil. Parlons maintenant des personnes. Personne n'en a plus nommé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on m'a récemment dit que les juristes étaient des romantiques. Moi, je veux bien. Je veux bien être romantique. J'aime le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est arrimé à un ensemble de traités des droits humains ou des droits de l'homme. Et je crois que l'on peut raisonnablement déduire et de la consécration partagée des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'un ensemble de traités de droits humains, qui ne sont pas nécessairement des traités ciblant ou destinés aux réfugiés. Donc, on peut déduire ces timides obligations ou des obligations minimales. Consiste-t-elle à accueillir? Oui, mais pas au point de la sanction, comme l'ont si éloquemment démontré mes collègues. Je crois que ces bases-là sont peut-être un petit peu moins vacillantes en 2015 que la R2P, la responsabilité de protéger, et elles sont certainement bien ancrées et dans la charte et dans la pratique des traités. Donc, s'il existe une obligation minimale, à petit m minuscule, j'essaie de dire, je ne suis pas en train de tenter de provoquer mon collègue expert, le professeur Gouet ici, mais s'il existe donc cette obligation minimale m minuscule, d'accueillir, mais je dirais aussi, pour vous provoquer un petit peu, de distribuer ou d'attribuer entre États ce risque international des réfugiés, virgule, incluant les réfugiés climatiques, cela doit donc avoir ou comporter des conséquences domestiques, nationales, locales. Les droits ne sont pas infinis, ils sont soumis à des limitations, ce qui, au nom de cette obligation minimale, pose une question domestique. Rentrons au Canada, qui est celle de savoir comment peut-on appréhender l'enjeu de la sécurité dans le respect des droits des personnes. N'oubliez pas la formulation « toute personne a droit », mais nul n'a droit à des droits infinis. Donc, et c'est dans ce contexte que je situe l'enjeu de la sécurité, premièrement. Ce n'est pas un enjeu à côté, à l'extérieur, abstrait, indépendant, non lié à la reconnaissance de nos obligations en vertu des principes et des traités de droits humains. Deuxième enjeu, c'est celui
de l'interdiction de la discrimination. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de savoir dans cette salle et de là où nous venons, nous avons toutes et tous des raisons différentes de croire que ce n'est pas neutre, l'accueil des réfugiés, selon qu'il s'agisse des mécanismes étatiques, qu'il s'agisse de l'accueil privé, et selon les outils que les institutions internationales mobiliseront pour séduire le Canada dans le choix des populations réfugiées qui viendront. Alors voilà deux principes, encore une fois, assez fondamentaux et minimalistes, qui nous permettent de placer le débat, j'allais dire l'obsession, mais ce n'est pas tellement pour toi, alors le débat sur la sécurité dans un contexte autre que celui de oui, non, peut-être, plus ou moins de gestion de risque, etc. La vigilance à l'égard des conséquences ou des postures discriminatoires dans le débat sur la sécurité et le deuxième principe qui est celui du toute personne a droit. Donc j'arrêterai ici en espérant avoir insufflé un petit brin d'optimisme juridique dans l'assistance. Un petit gratte-ciel en terminant. Qu'est-ce qu'on attend pour expliquer aux Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises ce qu'est le processus de traitement, vraiment c'est pédagogique, hein, le processus de traitement des enjeux sécuritaires hors le Canada. Je ne sais pas si, comme moi, vous fréquentez les métros, les autobus et vous écoutez la radio, mais il y a aussi chez l'État, quel qu'il soit, une obligation de promouvoir et d'éduquer aux droits humains. Et j'estime que ce silence sur les processus menant à des conclusions de sécurité ou de non-sécurité constitue en soi une atteinte aux violations des droits fondamentaux de toute personne, soit-elle imbriquée dans un processus de développement de pratique des États parce qu'elle est une réfugiée climatique en devenir ou parce qu'elle est une réfugiée tout court dans un autre contexte. Merci. Alors, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas encore abordé, par exemple, les conventions de Genève ou ce genre de choses, mais en même temps, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, s'il y a des droits, il n'y a pas nécessairement des obligations. Donc, on se retrouve devant des droits qui sont très formels, en fait, qui sont très abstraits, mais qui ne sont pas suivis de gestes concrets, notamment au niveau, par exemple, des sanctions pour non-respect de ces obligations. Ça m'amène à la question suivante, et là, je vais vous demander peut-être d'y répondre de manière un peu plus succincte pour que nous puissions ensuite ouvrir à la discussion à la salle. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le hasard veut que j'ai eu à répondre à une série de questions sur la question des réfugiés, et où précisément on me demandait, mais alors qu'en est-il du processus ? Et ce qui était fascinant de voir, c'est qu'effectivement, c'est comme les gens ignorent tout du processus donc, de sélection, c'est-à-dire où se situe-t-il, comment cela fonctionne, quels sont les mécanismes qui nous assurent de la sécurité, des mécanismes sécuritaires, etc., etc. Quelle est la relation avec le HCR, bon, ce genre de choses. Alors, tout de suite, la conclusion qu'on voit, c'est donc, sans oser dire que nous devrions mettre un terme à l'accueil des personnes réfugiées, alors on dit bon, il faudrait quand même y aller avec un peu plus de modération. Il faudrait y aller avec un peu plus de modération, il faudrait y aller de manière un peu plus posée, il faudrait étirer le processus comme si nous n'avions pas affaire à des gens qui étaient dans une situation de détresse absolue. Comme si c'était un luxe donc que ces gens, et puis nous pouvions nous permettre donc de les faire attendre très longtemps. Et donc ma question que je vous adresse, c'est quels sont, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la nécessité donc que nous avons de les accueillir, quelle est la nature de cet accueil? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Qu'est-ce que ça signifie accueillir des personnes réfugiées? Est-ce que ça signifie seulement les mettre dans un camp à Valcartier, leur donner quelques trucs et une soupe pour Noël? Ou est-ce que ça signifie essentiellement, véritablement, des devoirs d'hospitalité et de les traiter de manière décente? Et alors, qu'est-ce que ça signifie aussi, les traiter de manière décente? Et puis, quels sont du genre, qu'est-ce que nous pouvons faire comme citoyennes, comme citoyens, pour nous assurer que si nous sommes d'accord avec vos conclusions, cela se traduise dans les faits. Parce qu'il y a en ce moment un discours qui est de plus en plus visible, audible, qui
qui remet en cause cette idée de la nécessité de l'accueil des personnes réfugiées, ou qui l'étend dans le temps de manière à ce que graduellement l'obligation en fait disparaît. Et dernière chose aussi, ce qui est fascinant, c'est le retour du discours sécuritaire au sujet de cette question. Alors ce n'est pas étonnant étant donné les attentats de la semaine dernière, mais ce qu'on voit, c'est que ces attentats produisent exactement l'effet voulu à mon avis par les terroristes, c'est-à-dire diviser le débat social sur une question aussi fondamentale que celle de l'accueil des réfugiés. Donc peut-être que je commencerai par vous, Colin, puis encore une fois, si vous permettez, et puis ensuite je distribuerai, mais peut-être de manière un peu plus succincte, afin que nous puissions... Oui. Cela dit, toutes vos interventions étaient parfaites. Je pense que je peux répondre d'une manière très succincte, ce qui veut dire... alors je vais dire une chose au début, ce qui est... quand on parle de ce qu'on devrait faire pour les réfugiés lorsqu'on les accueille, on parle plus seulement de nos obligations morales. Là, on est sur le terrain des actions qui sont menées par nos intérêts. Parce que lorsqu'ils sont ici, c'est dans nos intérêts de les accueillir, de les intégrer, de les installer autant que possible dans la société canadienne. Honnêtement, à part de ça, pour moi, la réponse, c'est que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire pour les établir comme pour jouir tous les droits qu'on donne aux citoyens canadiens. Et il y a toutes sortes de sous-questions par rapport à ce qu'il faut faire pour arriver à ce point. Mais je pense que ça doit rester le but tout le temps. Comment les intégrer, comment les faire jusqu'au point pour qu'ils peuvent être considérés, peuvent être intégrés comme citoyens. Oui, alors c'est une réponse assez simple. Alors, c'est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, le bon nombre de gouvernements provinciaux vont couper dans les budgets précisément des organismes qui pourraient faire le travail que vous appelez de vos voeux. Mais le revers de la médaille, c'est que lorsqu'on parle de tout ce qu'il faut faire pour les accueillir, pour les intégrer, là, ça devient sembler un processus de plus en plus cher. Et là, ça devient sembler une obligation de plus en plus lourde. Alors, il y a le revers de la médaille, c'est que quand on parle de l'intégration des réfugiés, qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas peut-être très sage du point de vue des réfugiés. Oui, en même temps, il faut être aussi honnête par rapport au coût réel que ça représente. Ce qui est fascinant, c'est que, par exemple, les journalistes cet après-midi, l'argument que j'entendais sans arrêt, c'est « Oui, mais Monsieur Nadeau, est-ce que vous considérez la logistique, la complexité de la logistique ?» Et ce à quoi je répondais, vous savez, quand il est le moment d'envoyer des bombardiers ou de faire des frappes militaires, alors tout à coup, plus personne ne se soucie de la complexité de la logistique, et ça se fait très vite. Alors peut-être que là-dessus, Marie-Joëlle, tu pourrais réagir. Écoute, je suis loin d'être une spécialiste, mais ce qui est certain, c'est que, bon, pour revenir à cette notion de pratique que Lucie a invoquée, la pratique diffère énormément entre les États, et c'est la raison pour laquelle les réfugiés, quand on les voit par exemple en Europe, cherchent à aller dans certains États en particulier et pas d'autres. Parce qu'en fait, les États offrent, si tu veux, des conditions d'accueil très différentes. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec Colin, il y a une question d'intérêt. C'est-à-dire que si on va recevoir les réfugiés chez nous, la question qui se pose, c'est dans notre intérêt qu'ils soient bien accueillis, en grande partie pour leur permettre de s'intégrer et également pour diminuer le sentiment, quelque part, de blâme qui pourrait naître dans une communauté qui est mal accueillie et donc qui trouve qu'en fait qu'elle a été transportée sans pour autant que son quotidien s'améliore énormément. Alors, et là, je pense que j'ajouterai juste un truc, c'est qu'il y a une disjonction entre ce que l'État fait et ce que les communautés font. Et bon,
au-delà du fait qu'il y a des organismes, les réfugiés vont se retrouver dans des communautés où ils vont très vite être soit bien accueillis ou mal accueillis. Il suffit parfois de certaines réactions par rapport à leur origine, à leur culture, à leur religion, etc., dans l'espace public. Et là, l'État n'a pas contrôle sur ces questions-là, d'où, je pense, la nécessité d'un débat. Et quelque part, malgré nos obligations, je dirais que si nous voulons les accueillir, pour reprendre le terme de Colin, pour les blesser encore plus, peut-être qu'il faudrait à ce moment-là qu'on soit honnête envers nous-mêmes et qu'on se dise, nous ne sommes pas capables de les accueillir. Je le dis avec le cœur très lourd, j'ai travaillé pendant 3 ans avec beaucoup de représentants de ces réfugiés. Je connais les conditions de détresse dans lesquelles ils vivent. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons une obligation morale, soit de bien les accueillir, et de les accepter en notre sein, d'admettre que ce sont des personnes, et ce sont pour la plupart des personnes qui ont beaucoup qu'elles pourraient apporter à notre société. Et si nous ne sommes pas capables de faire ça, eh bien de faire un examen de conscience et de ne pas les amener ici pour en plus leur faire subir, au-delà de la détresse, un déracinement et des blessures morales, personnelles ou autres. Ouais, je pense qu'en plus ça va tout à fait dans le sens de ce que Lucie disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur la nécessité d'un débat public de qualité et puis d'une éducation. C'est-à-dire il ne peut pas y avoir de débat public au sens large du terme si les informations fondamentales ne sont pas visibles. Et ça c'est quelque chose effectivement qui est assez désolant. C'est-à-dire ce qu'on voit très souvent, c'est qu'il manque, pour qu'il puisse y avoir une discussion de fond, je parle dans la société en général, les informations de base qui permettraient d'identifier, par exemple, si effectivement nous sommes prêts à faire ce rôle. Excuse-moi. Laisse-moi juste ajouter une chose. Ce qui est désolant, c'est que ce débat public-là, il aurait dû commencer dès que le HCR a commencé à parler avec le gouvernement canadien, sous Harper en fait, de l'accueil des réfugiés. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans et quelques de cela, d'être à Ottawa, dans un contexte où l'ancien boss du HCR, Antonio Guterres, était en face de Chris Alexander et discutait déjà de ces questions. Mais le problème, c'est qu'il y a eu vraiment un silence médiatique sur cette question-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes voient le chiffre de 25 000 réfugiés que nous accueillerons d'ici décembre, d'ici Noël, et ils sont choqués parce que les gens ne sont pas préparés. Mais effectivement, si les gens connaissaient le processus, si les gens comprenaient ce qu'implique l'arrivée de réfugiés dans notre pays, la plupart des soi-disant obsessions sécuritaires, parce que je ne suis même pas certaine qu'elles soient réelles, je pense que ça peut être aussi un raccourci très pratique quand on ne veut pas assumer toutes sortes de coûts, tomberait à l'eau, parce qu'en fait les réfugiés sont les populations les plus cataloguées, les plus suivies, les plus surveillées et les plus investiguées avant leur arrivée dans un pays. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante étrangère, beaucoup de personnes sont arrivées en tant qu'immigrants. Nous n'aurions jamais passé par les mêmes filtres par lesquels les réfugiés passent avant d'obtenir le droit de se réinstaller dans des pays tiers. Oui, alors concernant, juste pour rebondir sur certaines réflexions, alors ça c'est vraiment avec toutes les précautions, je vais lancer des chiffres que je vous invite à valider, mais si j'ai bien compris, c'est à peu près les capacités d'accueil, enfin le Canada accueille environ 250 000 immigrants réfugiés par année, fois 10 ça veut dire 2,5 millions, et parmi, dans les 10 dernières années, sur les 2,5 millions de réfugiés immigrants que nous avons reçus ici au Canada, aucun de 2,5 étrangers n'ont été accusés de complot terroriste. Les chiffres, évidemment, sont absolument éloquents. Ce que Marie-Joëlle disait à l'instant même, le processus pour se faire reconnaître comme réfugié est tellement taxant que franchement, les terroristes n'auraient absolument aucun intérêt à essayer d'intégrer des pays, des cibles potentielles par cette voie-là qui est très, très coûteuse. Et je voulais aussi rebondir sur la capacité d'absorption des pays d'accueil. Évidemment, le critère de la capacité d'absorber sur le plan social, économique et sur le plan des tensions sociales et civiles est évidemment un critère qu'il faut prendre en considération. Mais invoquer ce critère-là dans le contexte canadien relève à mes yeux de la pure supercherie rhétorique. Alors, il faut se rappeler que 95% des réfugiés syriens ont été accueillis par les pays que sont
le Liban, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, l'Irak, selon les rapports d'Amnesty International. Il reste 5%, on parle de 5% des réfugiés syriens. Le Canada doit faire sa part. On va espérer également, enfin peu importe vos allégeances politiques, espérons que, évidemment, la fin de la décennie Harper marque un nouvel horizon, de nouveaux espoirs pour la société canadienne. Mais je voudrais quand même profiter de cette intervention pour saluer vraiment le courage et la persévérance des concitoyens canadiens qui se sont regroupés, par exemple, au sein de l'association CARL, la Canadian Association of Refugee Lawyers, de même que les médecins canadiens qui, en solidarité et en alliance, en collaboration avec les avocats pour les droits des réfugiés ici au Canada, qui ont milité très, très fort pour essayer de débouter la décision de Harper de couper l'accès à des soins de santé aux réfugiés. Alors, pas plus tard que cet après-midi, justement, j'enseignais les 5 principes de la loi canadienne aux étudiants de l'année préclinique à la faculté de médecine. On se rappelait en quoi consistaient les 5 principes de la loi canadienne. Un des principes, c'est l'universalité, l'accessibilité universelle, évidemment, des soins de santé. Jusqu'à Harper, il y avait l'idée que tout résident sur le territoire canadien avait donc accès à des services de santé de base. Ce principe a été donc remis en cause et éventuellement annulé par le gouvernement Harper, et c'est grâce justement au plaidoyer et à l'action juridique donc des avocats pour les droits des réfugiés, en collaboration aussi avec l'Association des médecins pour la santé des réfugiés, qu'ils ont gagné une première victoire, et espérons qu'avec le nouveau gouvernement en place, évidemment cette anomalie grotesque du gouvernement Harper sera un jour un vestige du passé. Je voudrais aussi rappeler le fait qu'ici même au Québec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup d'enfants sans papier qui n'ont pas accès à l'éducation primaire de base, et c'est quelque chose qui est absolument ahurissant de constater qu'ici même au Québec, on permet une situation comme celle-là, alors que dans d'autres provinces, il faut quand même le dire, ils ont mis en place d'autres procédures administratives qui font en sorte que, peu importe que les enfants aient des papiers en règle ou non, tous les enfants qui résident sur un territoire ont accès à l'éducation obligatoire. Il me semble que c'est la moindre des choses qu'on pourrait offrir aux quelques réfugiés que le Canada et le Québec acceptent d'accueillir dans des situations aussi tragiquement désespérantes que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors, Lucie, avant d'ouvrir la salle, peut-être une dernière petite goutte d'espoir? Bon, une image, tiens, en remplacement de la goutte d'espoir. C'est tellement évident que nous sommes capables d'accueillir des réfugiés. Je vais vous donner un chiffre pour illustrer le truc. Dans ce pays, pendant 3 années, on a été capable de bouger 3 Boeing de travailleurs par jour, aller-retour, de Terre-Neuve à Fort McMurray. 3 Boeing par jour, full. Alors, écoutez, là, on est capable d'accueillir des réfugiés. Là n'est pas la question. Sommes-nous capables de les accueillir au-delà de la logistique avec humanité? Évidemment, la question se pose, et j'ai un petit peu l'impression que c'est la réalité politique locale qui nous rattrape ici. On sent bien dans les chaumières des ministères provinciaux de la santé, de l'éducation et certainement au Québec, que la calculette est en action. Bon, depuis 20 ans maintenant, on peine à comprendre comment est affecté au niveau local le transfert canadien en matière de santé, le TCSPS en matière de dépenses sociales, et on entend presque, je crois même qu'on l'entend tout à fait, notre ministre de l'Immigration dire « quand le chèque sera à la poste, mon cœur s'ouvrira ». Il y a un enjeu de financement de programmes sociaux qui est à la clé, et je suis certaine que dans votre environnement comme dans le mien, vous connaissez des gens qui dirigent des écoles primaires, des divisions pour enfants en matière en secteur hospitalier, et qui eux-mêmes commencent à s'inquiéter des besoins, j'allais dire des droits dans le cas de l'éducation, mais aussi des besoins en matière de santé. Alors,
je pense qu'on doit se dépouiller de cette question, sommes-nous capables? Nous sommes tout à fait capables, mais dans quelle situation nous sommes-nous mis sur le plan du partage de la richesse et aussi sur le plan des politiques sociales publiques locales. Exemple, il y a cette règle au Québec du délai de résidence pour accéder aux soins de santé, ou en tout cas, pour ce qui en reste, la carence, c'est un truc bien québécois qui n'a rien à voir avec nos obligations envers le droit international, les réfugiés, l'austérité, ou je ne sais pas encore. On a créé la carence, non pas pour se défendre des réfugiés, mais pour se défendre des familles venant des autres provinces canadiennes. Hein? Bon. Et chaque province a son petit tango comme ça pour éviter les débordements de coûts. Alors nous sommes, c'est dans ce sens que je dis que notre réalité nous rattrape. Parce que l'autre n'est plus l'autre qu'il était l'autre. Et ce n'est pas l'autre le problème, c'est la politique sociale locale qu'on a façonnée pour un autre. Et c'est vraiment là qu'il faut reprendre le dialogue entre nous. Et là, il y a évidemment un squelette dans le placard qui est l'austérité avec ou sans A majuscule. Si vous permettez, j'aimerais faire quelques ajouts d'informations. Oui. Parce que j'ai trouvé tout ce que tout le monde a dit. Ricard Lenfeld, de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, c'est le réseau des organismes qui sont à l'accueil des immigrants et réfugiés. On est sur le terrain, on fait ce travail quotidiennement, on défend les droits, on essaie d'avoir les budgets nécessaires. Alors, si vous me permettez, juste ajouter quelques faits à la discussion, parce que je suis très reconnaissante que vous avez fait ce débat, mais je propose que quelqu'un du terrain peut ajouter quelques faits. Premièrement, le délai de carence pour les immigrants ne s'applique pas aux réfugiés qui arrivent, qu'ils soient parrainés par l'État ou pris en charge par le secteur privé. Le délai de carence de 3 mois, qui existe bel et bien pour les immigrants, ne s'applique pas aux réfugiés. Et le Québec était une des dernières provinces de l'appliquer, justement parce que c'était déjà en force dans l'Ontario, en Colombie-Britannique et ailleurs, et on ne voulait pas être un point d'attraction pour ceux ailleurs qui n'ont pas la couverture médicale qui viennent ici. Mais on était parmi les derniers. Les réfugiés et ceux pris en charge par les groupes privés sont couverts de la première journée de l'arrivée. Et les coupures que vous avez mentionnées tout à l'heure, vous avez absolument raison, c'était horrible, mais c'était pour les demandeurs d'asile. Alors, le programme fédéral de santé intérimaire, et on s'est beaucoup battu, et effectivement, ce gouvernement a promis, le nouveau, qu'ils ne vont plus contester, ils vont réétablir tout ça. Mais si vous permettez, ce que je voulais juste dire, c'est qu'au moment où on se parle, le gouvernement fédéral transfère au Québec chaque année, dans une entente indexée, un montant qui ne peut jamais diminuer, mais augmente chaque année. Cette année, c'est 340 et quelques millions de dollars qui est transféré par le fédéral pour tout ce qui est les différents programmes d'accueil et établissement des migrants et réfugiés. Alors, au moment où on se parle, le Québec reçoit un montant important qui est distribué au ministère de l'Immigration pour l'accueil et établissement, au ministère de l'Éducation pour la partie de leur travail qui est classe d'accueil, francisation, etc., au ministère de la Santé et Services sociaux pour tout ce qui est de leurs services directement liés aux nouveaux arrivants et en employabilité aussi, et les réfugiés pris en charge par l'État qui sont mis en aide sociale pour la première année. Cette partie de l'aide sociale qui est octroyée aux réfugiés est récupérée de ce fonds qu'on reçoit du fédéral. Alors, et il y a un réseau d'organismes à travers le Québec qui reçoit des réfugiés depuis beaucoup d'années. Le Québec reçoit depuis longtemps des réfugiés sélectionnés étrangers. Vous avez absolument raison. Si jamais il y a un groupe de personnes scrutées pour les questions de sécurité criminelle et autres, c'est les réfugiés. Et c'est ça, actuellement, on a une chance, nous du communautaire et vous, les médias tout d'un coup s'intéressent à tout ça. Mais on se rend compte à quel point le manque d'informations de base sur le processus normal, le manque, Denis Lessard de la presse,
a écrit du réseau à travers le Québec, comme s'il vient juste d'être mis sur pied, que Drummondville va recevoir son premier réfugié la semaine prochaine, tandis que Drummondville reçoit déjà des réfugiés depuis plus que 20 ans. Et dans Drummondville, Victoriaville, Saint-Hyacinthe, Granby, Joliette, Saint-Jérôme, imaginez-vous, Sherbrooke, et Trois-Rivières, Québec et Gatineau, Laval, Montréal, il y a un réseau d'organismes qui fonctionnent, qui ont des partenaires locaux incroyables et qui font un travail merveilleux. Alors, l'infrastructure est là, la connaissance est là, l'expertise est là. Et ils recevaient depuis les années des réfugiés dont certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler, des gens, des Bhoutanais, des Lamsata, des Rohingyas, des Congolais, des Afghans, tout ce monde-là arrive chez nous, on les accueille. Alors, le défi, c'est de comment augmenter tout ça, comment avoir les ressources nécessaires pour un effort supplémentaire, mais on n'est pas au début de nos efforts et on n'est pas à créer maintenant l'expertise de toutes pièces. Et je pense qu'on a cette occasion maintenant, en parlant aux journalistes, de se rendre compte à quel point c'est très difficile d'expliquer qu'est-ce qui a changé quand on ne comprend pas la chose au début. Alors, il y a un processus. Je ne peux pas vous expliquer le changement si vous ne comprenez pas le processus de base. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. C'est une chance qu'on a. Et, juste pour vous dire à quel point c'est drôle, c'est pas un mot, mais disons, c'est ironique que des personnes comme moi, comme Janet Dench du Conseil canadien pour les réfugiés, comme d'autres, comme Peter Schaller, qui est un ex-président de la Commission d'immigration statut de réfugiés, sont là et sur toutes les tribunes qu'on nous offre, on explique comment l'agence de frontalière et les services de sécurité font un très bon job. Alors, vous voyez, c'est un peu drôle, mais on dit, venant de nous, croyez-nous que c'est vrai, ils font un très bon job. Alors, peut-être une dernière remarque pour... Oui, mais je veux dire, juste, c'est ça. Et alors là, la dernière chose, pour la sécurité, c'est ça, mais je pense que ce que vous dites est correct. Pour nous, il y a des obligations, et le Canada a une obligation légale. En signant les conventions contre la torture pour les enfants, pour les réfugiés, on a une obligation internationale de faire notre part. Et on croit que maintenant, avec ce nouveau, je ne suis pas libéral même, mais je crois qu'avec ce nouveau gouvernement, on a une chance, comme pas depuis 10 ans, de faire quelque chose qui a de l'allure, mais ça prend un buy-in de tout le monde. Et je propose que si les gens sont intéressés, on peut éventuellement organiser quelque chose qui est plus concret, parce qu'avec tout ce que vous avez fait comme background, c'est merveilleux maintenant de faire la prochaine étape et de regarder de façon très précise comment les gens peuvent s'impliquer, qui fait quoi, et comment tout le monde peut réagir de façon appropriée. Merci. Ce que j'aime beaucoup avec Grifka, c'est qu'elle vient toujours d'ajouter une coche sur ma liste des choses à faire dans ma militance. Ça sera notre cas, nous tous. Donc, Merci à tout le monde pour vos présentations. J'avais une question pour Lucie Lamarche, en fait, parce que c'est la question qui, l'ensemble des interventions est très intéressante, mais une des questions qui m'intéresse, c'est, pour les juristes en fait, c'est cette absurdité que nous avons au niveau du droit international, c'est son incomplétude en fait. Dans la mesure où il y a possibilité pour quelqu'un, le droit de quitter son territoire, mais pas de droit effectif d'entrer sur un autre territoire. Donc, bon, vous connaissez un peu les débats critiques auxquels ça donne lieu au niveau des juristes. Il y a une femme comme Monique Chevalier-Gendreau qui appelle carrément à sortir du cadre de la souveraineté étatique. Je vous ai écouté avec attention pour voir un peu comment est-ce que, avec les exemples que vous avez donnés au niveau des pratiques des États issus de certaines formes d'interprétation de la Charte des Nations Unies, bon là on est dans quelque chose qui est comme un droit coutumier à établir, ou quelque chose qui est comme une invention, il y a un bricolage juridique souvent dans des instances plutôt régionales, mais beaucoup plus au niveau de la Convention internationale. Si nous voulons donner une portée effective au droit, alors j'aimerais vous entendre là-dessus, quelles sont vos réflexions, comment vous vous situez là-dessus, parce que si nous voulons quelque chose qui est contraignant pour les États, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait piocher, parce qu'autrement, ça ne sera que des considérations politiques, des négociations, des réponses souvent humanitaires. Mais vous savez aussi que les négociations pour le quota des réfugiés, c'est aussi des considérations géopolitiques. On n'est pas rentré dans ces questions-là ce soir, mais nos États n'accueillent pas dans des conditions ex nihilo, ils accueillent en fonction d'intérêts impérialistes.
des termes que beaucoup ne prononcent pas, mais il faut dire ces choses-là. Ces guerres-là n'arrivent pas de nulle part. Nous n'avons pas juste des obligations morales, nous avons aussi des obligations compte tenu d'un modelage para-étatique, d'un équilibrage des forces, compte tenu des conséquences impulsées par les choix géopolitiques très égoïstes de nos États. Donc c'est aussi à ce niveau-là que nous avons des obligations. Merci, Mouloud. Donc, Lucie? Je ne savais pas que c'était l'heure de la thèse de doctorat, Mouloud. Écoute, vraiment, en 2 mots, il y a 2 entrées. L'entrée État, tu as raison. L'exploration des pratiques, c'est un processus théorique à long terme, mais dans le contexte de ce qui nous préoccupe ce soir, je pense que mes collègues l'ont dit, rien n'a bougé, point barre. Sauf un truc spécifique aux réfugiés, et l'expert, c'est mon voisin de droite ici, c'est le non-refoulement. Alors, c'est quand même étrange. Oui. Tu ne peux pas faire de pushback, mais tu n'aurais pas l'obligation légale minimale d'accueillir. D'où le deuxième ancrage, qui est celui, comme Rivka le disait si bien, de cette salade de fruits, de traité de droits humains, qui est peut-être plus libératoire d'une certaine façon, ou plus agissante sur le plan politique, que de revisiter le dialogue des fondamentalistes internationalistes, oui, non, la fin de l'État, le début de l'État, oui, la frontière, non, la frontière. Franchement, quand on parle de réfugiés, on parle de personnes. Et là, il y a une obligation, il y a un minimum d'obligation de coopération partagée, je dirais, qui subsume les savants débats sur oui, non, la fin de l'État. Peut-être, Colline, tu veux ajouter un mot sur cette... Oui, juste... alors, sur l'idée des pratiques émergentes qui peuvent mener à des obligations plus contraignantes, le problème avec ça, c'est qu'il y a toujours des pratiques en revanche. Alors, si on regarde la jurisprudence sur l'extension de... Alors, l'obligation de non-refoulement, c'est une obligation qui se trouve dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, qui est la convention le plus signée par rapport aux réfugiés au monde et qui est assez contraignant, mais tout ce qu'il contient, c'est le principe de non-refoulement, le principe que les États ont une obligation de ne pas retourner une personne qui est reconnue comme réfugiée à un pays où ils font face à un risque à leur vie ou à leur liberté pour certains motifs. Il y a un débat parmi les juristes sur la question de si le principe de non-refoulement est devenu un principe péremptoire qui peut lier les États, même s'ils n'ont pas signé la Convention. Mais les juristes sont en désaccord. Et même les juristes très renommés, peut-être un des juristes le plus renommés dans le droit des réfugiés international, un Canadien qui s'appelle James Hathaway, lui, il nie l'idée que le principe de non-refoulement est devenu un principe péremptoire qui lie les États, même sans avoir signé la Convention de 1951. Alors, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de vraies obligations juridiques qui contraignent les États. Si on veut avoir des telles contraintes, il faut rentrer dans les salles de négociation et il faut imaginer un monde où les États vont recommencer le projet de créer des conventions liantes. De mon avis, ça c'est un espoir très lointain. La dernière fois, ça a pris le désastre de la Deuxième Guerre mondiale et espérant qu'un tel désastre ne revient pas. Mais alors, finalement, il n'y a pas beaucoup de contraintes concrètes. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Monsieur, vous vouliez... En fait, j'avais une question par rapport à quelque chose qui se passe en ce moment aux États-Unis au niveau de leur politique interne, qui s'est d'ailleurs passé ici sous Harper. À ce que je sache,
Trudeau a mis fin à cette pratique, mais en fait, c'est par rapport au mettre un test religieux à l'entrée des réfugiés. Sous Harper, on a eu une période où est-ce qu'Harper essentiellement triait les réfugiés pour accepter uniquement les chrétiens. Et en ce moment, on a essentiellement tous les candidats à la présidence républicaine qui essentiellement proposent la même chose. Évidemment, il y a la réponse on est un pays laïque, mais en dehors de cela, quelle autre réponse, soit au niveau moral ou au niveau légal, est-ce qu'on pourrait donner aux personnes qui insisteraient pour ramener ce genre de système? Alors pour les bénéfices de l'enregistrement, il s'agit donc de poser la question de savoir si la question religieuse finalement entre en considération véritablement. Et c'est vrai que dans la rhétorique, par exemple, des différents partis de droite notamment, mais pas seulement, en France par exemple, c'est un élément qui ne cache même plus son visage. Peut-être Marie-Joëlle, tu voudrais intervenir sur cette question Non, je préfère en fait laisser quelqu'un d'autre, peut-être que je rebondirai. Peut-être un petit mot. Dans ce cas-là... Est-ce que vous voulez... Bon, Réfléchissez, je vais prendre 30 secondes. vas-y. C'est un petit peu pour ça que j'évoquais le principe de non-discrimination. Parce qu'attention, ça c'est une obligation du Canada, au Canada, en vertu des chartes canadiennes. C'est localo ou local comme préoccupation. Dans la distribution, la sélection, je sais que le mot est horriblement dur, l'attribution, les relations avec les provinces, avec les municipalités, le territoire, les services, le principe de non-discrimination, il est constitutionnellement ancré. Et donc, si on découvrait que par intention, effet, accident ou autrement, certaines communautés étaient avantagées au nom d'une caractéristique personnelle telle les croyances religieuses, le Canada a un problème local, et ce qui vaut domestique. Et ce qui vaut pour le Canada vaut pour les provinces et vaut aussi pour les acteurs privés, charitables par exemple, qui assureraient la promotion ou développeraient des stratégies qui pourraient mener au constat de telle discrimination. C'est canado-local comme enjeu. Peut-être aussi qu'il faut se rendre compte que ce genre de questions ne se pose pas seulement ni seulement au niveau juridique ou au niveau politique, mais aussi dans les débats de la société civile. C'est-à-dire que s'il y a un tel débat, que ce soit chez les juristes ou surtout chez les politiciens, c'est parce qu'il y a aussi une clientèle pour ce genre de considération. C'est-à-dire que, et là, il y a un travail que nous devons faire chacun et chacune d'entre nous au sein de la société civile. Ce n'est pas vrai que l'univers de la société civile est à ce point disjoint des considérations politiques et juridiques que voilà, nous ne participons pas donc à cet univers avec les effets délétères dont on parlait tout à l'heure. Marie-Joëlle, peut-être que tu veux maintenant rebondir ou alors C'est une question très compliquée parce qu'en fait, il y a l'aspect légal, les obligations, etc. Puis après, il y a les pratiques. Alors, Lucie, je suis très intéressée de savoir que si jamais cela est fait, c'est passible essentiellement de poursuites quelque part selon le droit canadien. Mais je connais une collègue qui malheureusement n'est pas dans la salle, qui a fait une thèse d'anthropologie sur les pratiques discriminatoires post-11 septembre de notre propre système d'immigration. En d'autres termes, il y a toujours des fossés entre la réalité et la pratique, et quels que soient les textes de loi, il y a des moyens de les contourner. Alors, ceci dit, par contre, sur la question des réfugiés et des réfugiés syriens en particulier, je pense qu'il y a un point d'information qui est très important. Et c'est un point d'information sur la manière dont nos débats, en fait, contribuent à créer de la victimisation multiple. Lorsque l'on parle de religion en Syrie, on parle essentiellement d'une majorité de sunnites. Et lorsqu'on dit « ah non, acceptons les minorités », ce que nous sommes en train de faire, c'est une double victimisation, parce qu'en fait, la majorité des personnes qui souffrent aujourd'hui des conséquences de la guerre civile en Syrie, que ce soit des frappes aériennes du régime syrien ou de la violence brutale de ce qu'on appelle l'État islamique, sont en fait les musulmans syriens.
c'est une communauté qui est la majorité écrasante. Alors, il y a là une incohérence totale lorsque tout d'un coup on dit « Ah oui, nous voulons avoir un devoir d'humanité, de charité envers les Syriens qui souffrent de la guerre civile » et qu'en même temps on introduit la dimension religieuse qui en fait peut servir à essentiellement exclure la majorité de ceux qui souffrent réellement. Alors, je trouve qu'il y a là un point moral qu'il faut dire haut et fort si on veut être conséquent envers nous-mêmes. Ça participe du registre de l'information et des faits. Si nous ne comprenons pas quelle est la situation réelle, nous ne comprenons pas ni la portée de nos gestes, ni la portée des cadrages que nous permettons essentiellement, dont nous permettons la propagation dans notre société. Alors, je crois que donc les personnes qui sont derrière, c'est pour poser des questions. Donc j'ai 3 questions, c'est ça? Alors je vais vous demander de les poser ensemble, d'accord? Et puis, je vous demande pardon? Comment ça, les poser ensemble? Chacun votre tour, mais c'est-à-dire nous allons d'abord prendre un bloc de 3 questions, d'accord? Et ensuite il y aura un dernier mot de réponse, parce que l'heure avance, et comme nous avions prévu de terminer pour 19h30, alors à vous la parole. Bonsoir. De manière pratique, moi ce qui m'inquiète, c'est sur le terrain, je travaille dans un centre communautaire et tous les jours je vois des personnes qui sont inquiètes. C'est de l'inquiétude irrationnelle, là, mais qui sont inquiètes et je ne sais pas comment leur dire, à part leur dire votre discours de notre devoir de moralité, d'aider les gens, etc., etc. Et ils ont vraiment peur de cette insécurité et puis aussi qu'on leur retire pour leur donner. Donc il y a ça, et bon, ça c'est d'un point de vue pratique. D'un deuxième point, moi je suis française et en Europe, 25 000 personnes là que le Canada accueille, c'est rien du tout par rapport à tous ceux qui sont en Europe. On voit tous les murs qui sont en train de s'ériger, la Slovénie, la Hongrie, j'ai entendu l'Autriche aussi qui pourrait fermer ses frontières. Qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens? Ils vont rester là, dans un no man's land? Qu'est-ce qui, d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, qu'est-ce qui se passe? On les renvoie? On les laisse en Grèce? Comment ça se passe? Ce serait une catastrophe. Non, c'est vrai. Mais je vais peut-être ne pas prendre les réponses tout de suite, si vous permettez. Oui. Et je vais tout de suite, donc... et puis après, chacun pourra intervenir. Mon nom est Mohamed Mahmoud, je suis syrien. En 2013-2014, j'ai passé le clair de mon temps en Syrie, l'obscur ici. Là-bas, donc j'étais dans le nord libéré, Alep. Les gens sont, comme vous l'avez dit, dans la Majouazahar, sont musulmans, sunnites. La plupart des 6 millions des habitants d'Alep, disons la moitié, sont maintenant des réfugiés. À un moment donné, il y avait beaucoup de pourparlers juridiques et politiques et autres pour installer une zone d'interdiction au vol. Ce sont les juristes internationaux qui ont dit non, on n'a pas le droit. Je me demande, au nom de quel droit, de quel juridique? Et ils ont fait ça. De quel droit on peut envoyer des chasseurs bombardiers en Syrie? Okay. Et au nom de quel droit on peut permettre à ce que les Chinois, les Russes et d'autres pays interdisent, qu'on punisse un régime qui a utilisé les armes chimiques contre son peuple? Et puis, en même temps, on peut dire non, on n'a pas le droit d'accueillir des réfugiés, alors qu'on s'est alloué le droit en 2003 d'aller s'ingérer en Irak, d'aller envahir un pays souverain. C'est quoi cette mercurialité qu'a la jurisprudence internationale de pouvoir le faire? Un système juridique à 2 vitesses quand ça convient aux impérialistes, M. Mouloud, de le faire, et quand ça contredit leur dessein, SSOIN, à savoir, nous on veut, et quand on ne veut pas, ça ne convient pas, c'est pas légal. Comment est-ce qu'ils peuvent, les juristes internationaux, dormir la conscience tranquille chaque nuit? Comment est-ce qu'ils peuvent regarder dans les yeux de leurs épouses et de leurs enfants et sourire? Merci. Merci. Donc, une dernière question. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je viens de revenir des Balkans. Je suis travailleur humanitaire et j'ai passé à peu près un mois dans les Balkans. Et j'ai vu de mes yeux et j'ai parlé avec des gens qui ont subi des atrocités qui continuent jusqu'à aujourd'hui.
on a beaucoup parlé de ce qui se passe en Syrie et de notre responsabilité là-dedans, de ce qui se passe ici à l'accueil, mais ma question se pose sur le chemin. C'est une question honnête, je ne sais pas, est-ce que le Canada est-ce qu'il y a une obligation morale ou juridique à protéger les gens lorsqu'ils sont sur le chemin par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent en passant d'un pays à l'autre, dans les Balkans, en Grèce, en Turquie, etc. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors malheureusement, maintenant je vais vous demander, c'est très ingrat le rôle de président de séance, je vais vous demander de répondre, mais en 2 minutes chacun. Donc je vais commencer par Lucie. Alors bien sûr, il va falloir faire une sélection parmi les questions. Donc Lucie. Je vais offrir mon 2 minutes à Colin parce que j'ai entendu son cri du cœur sur l'Europe. Alors, je t'offre 1 minute, j'en garde une. Je trouve que sur le chemin, c'est une piste sur laquelle nous apprendrons, hélas, probablement quelque chose de cette méga crise, parce que peut-être que la théorie, car c'en est une, là, de la responsabilité de protéger, renaîtra-t-elle sous d'autres oripeaux plus vigilants, je dirais. Je veux dire, il y a dans l'horreur et la tristesse des leçons à dégager, et j'espère qu'on saura réhabiller, revitaliser cette responsabilité de protéger, précisément pour adresser la question du sur le chemin, parce que pour être optimiste, le sur le chemin, c'est aussi, dans le cas des réfugiés, un chemin qui met à l'épreuve la notion de frontière territoriale. Alors, c'est vraiment un exercice périlleux de tirer le meilleur du pire d'une situation, mais c'est tout de même une belle expression sur le chemin. Et c'est quelque chose qui pourrait ébranler les frontières et ouvrir un horizon de protection différent. Je le souhaite. Colin? Il y a tant de choses dans ces 3 questions que je ne sais même pas où commencer, mais je vais commencer par répéter ce que j'ai dit à votre question. Qu'est-ce qui va arriver si on continue d'ériger des murs sur nos frontières? La réalité, c'est de mon avis, ce qu'on voit maintenant, ce n'est pas un phénomène exceptionnel, c'est un phénomène qui va continuer. Il y aura des pressions migratoires qui continueront pour... je ne les vois pas quand ils vont en finir. Alors, la réalité, c'est si on continue d'ériger des murs, ce qui va arriver, c'est les migrants vont devenir de plus en plus vulnérables. Il y aura de plus en plus situations effrayantes sur le chemin. J'aimerais juste dire, en réponse à la question qui venait du monsieur syrien, qui ce n'est pas une question qu'on n'a pas le droit d'accueillir les réfugiés. C'est les réfugiés qui n'ont pas un droit d'asile. Ils ont un droit à le non-refoulement lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés, mais ils n'ont pas le droit d'être admettre, même pour demander l'asile. Ça, ce n'est pas un droit qui existe dans le droit international. Alors, on peut demander toutes sortes de questions, et c'est probablement le cas, que ce réalité existe à cause du fait que la Convention sur le statut des réfugiés a été négociée par des États pendant la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous existons, comme Rio nous a rappelé, toujours dans un monde divisé, partagé parmi les États, qui, même si nous sommes liés tous ensemble, comme Joël nous a dit, réaffirment toujours leur pouvoir étatique, même par rapport aux migrants et aux réfugiés. Alors, pour rebondir à votre question, alors je compatis sincèrement avec le genre d'obstacles que vous devez surmonter, la nécessité aussi d'un dialogue pour pouvoir apaiser les craintes
les peurs que je ne considère pas nécessairement légitimes, mais qu'on peut quand même accueillir avec un certain minimum de respect. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que cependant, et toutefois ayant dit cela, je tiens vraiment les élites politiques hautement responsables du climat actuel dans lequel on sème la terreur à travers une parole islamophobe complètement libérée, décomplexée, qui gagne les tribunes à travers des médias complaisants et qui sème effectivement dans le cœur des gens qui sont peut-être moins, moins informés, moins au fait, et qui donc propage cette peur complètement, à mon avis, complètement irrationnelle, insidieuse et pour ne pas dire moralement coupable. Alors j'insiste sur le fait que je crois que certaines élites politiques ont réellement une responsabilité politique dans ce climat de méfiance et d'hostilité qui, par les temps qui courent, revêt les formes de discours islamophobes complètement décomplexés. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que, de point de vue philosophique, j'ai des positions radicales par rapport à la question des critères de sélection. Écoutez, je ne crois à aucun critère de sélection, pas même dans les immigrants qu'on accepte d'accueillir. Je ne crois pas aux affinités linguistiques, je ne crois pas aux affinités ethniques, je ne crois pas aux affinités religieuses. Je pense que l'immigration et les critères de sélection des réfugiés, outre les grandes catastrophes, c'est évidemment les boat people du Vietnam, la crise syrienne, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas ajouter aussi une considération spéciale pour nos co-semblables humains au Congo qui sont en train de vivre une situation absolument catastrophique, apocalyptique. Mais tout ça pour dire que j'y crois pas aux critères de sélection. Je pense que la clé du succès d'une bonne intégration réside toujours dans les politiques d'accueil que les sociétés d'accueil réservent et offrent et garantissent aux êtres humains qu'on accepte de considérer comme nos concitoyens à part entière égale. Et juste pour conclure, donc, je voudrais quand même souligner sur une note d'espoir, parce que j'ai l'impression que ça a été terriblement sombre, toutes les discussions que nous avons eues. Étant moi-même fille de réfugiés politiques, je sais de quoi le Canada est capable, de quelle générosité le Canada est capable. Je peux vraiment témoigner de façon personnelle de l'immense générosité dont mes parents réfugiés politiques ont pu bénéficier. Maintenant qu'on est capable de le faire, il faut le faire plus. Je crois que c'est absolument incroyable que le Canada n'accepte pas plus, n'en fait pas plus, puisque nous avons les capacités et les ressources pour le faire. Et simplement pour conclure, je pense que l'idée d'une prise en charge, évidemment, ça serait une refonte complète, à mon avis, du paradigme de l'ordre international qui repose effectivement sur une conception étatiste, encore une fois, qui repose elle-même sur les prérogatives traditionnelles de la souveraineté absolue des États. Il faudrait une refonte de ce modèle théorique du droit international, mais je crois que l'idée que les États épousent et embrassent leurs obligations morales d'accueil et que ces obligations d'accueil commencent dès la prise en charge des êtres humains dans leur parcours vers d'autres sociétés d'accueil. Je pense que c'est une idée absolument incroyable, mais qui malheureusement, probablement, n'est pas prête à se réaliser de sitôt. Marie-Joëlle. Je vais essayer de faire rapide parce que je sais qu'on a débordé sur 19h30. Je pense que les commentaires que nous avons entendus de la part des intervenants soulignent à quel point notre monde est pris entre la logique de souveraineté et la réalité qui n'est plus une réalité souveraine, mais une réalité transnationale. La réalité des crises, des problèmes est transnationale, nos réponses continuent à être très nationales. Que ce soit la question de sur le chemin est en fait un chemin qui ne répond pas à des logiques purement nationales, même si les réponses, les murs, sont érigés de manière nationale. La cohérence ou l'incohérence entre enjeux politiques et considérations humanitaires que notre collègue syrien a soulevé, c'est à nouveau, quelque part, une preuve que nous ne pouvons pas simplement réfléchir en termes purement territoriaux, nationaux, tels que nous le faisions. Tout ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai invoqué personnellement la responsabilité de protéger, c'était pour souligner la possibilité et l'espoir. Lorsque les pays le veulent, ils peuvent changer les choses. C'était un pas dans la bonne direction lorsque nous avons remis en question la souveraineté absolue des États. Malheureusement,
le 11 septembre est venu en même temps et a complètement changé les dynamiques. Je pense qu'au niveau local canadien, maintenant, nous avons l'opportunité, avec un nouveau gouvernement, de redevenir un acteur moral dans le monde. On peut être un acteur moral sans pour autant complètement laisser de côté nos intérêts. Je pense que c'est dans l'intérêt du Canada que la plupart de ces crises se règlent. C'est aussi dans l'intérêt du Canada que les réfugiés que nous accueillerons, si nous les accueillons, et j'espère qu'on les accueillera, soient intégrés de manière profondément humaine, au vu à la fois de leur parcours, de leurs blessures, mais aussi de ce que nous savons sur les conséquences des mauvais accueils. Notre collègue de France, en France, il y a un débat énorme sur le modèle républicain, ses dérives et ses limites. Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, mais il faut souligner que malheureusement, la plupart des personnes accusées dans les événements horribles de Paris étaient des personnes nées sur le sol français. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, devrait nous faire réfléchir à ce que je disais tout à l'heure. Si nous accueillons des gens et que nous les intégrons, et Rio l'a dit, nous sommes capables d'une générosité pareille. Je suis moi-même immigrante. Je suis arrivée ici du Liban, qui lui a accueilli un nombre de réfugiés assez exceptionnel lors de la crise syrienne. Si on accueille les gens, accueillons-les à bras ouverts pour ne pas créer une classe de concitoyens qui sont tellement marginalisés qu'ils regardent du côté d'idéologies extrémistes et violentes pour essayer d'exprimer leur misère et leur désarroi. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Europe. Je pense que c'est quelque chose qui, malheureusement, lorsqu'on entend les débats sur l'islamisme, les chartes, les valeurs, les pratiques barbares, etc., risque également d'arriver dans notre société. Nous devons prendre position, nous devons tous être des citoyens actifs pour empêcher ce genre de choses. Nous avons un pays dans lequel, quelles que soient nos différences, nous sommes jusqu'à maintenant capables de vivre tous en bonne entente, et nous ne devrions pas laisser nos politiques instrumentaliser les différences et rendre notre pays semblable à ceux qui souffrent profondément de la mauvaise intégration de leurs différentes communautés. Alors, il me reste donc à vous remercier toutes et tous, à commencer par nos invités de ce soir qui, j'en suis sûr que vous avez apprécié leurs propos tout autant que moi. Il me reste surtout à vous remercier, vous. Nous avons parlé d'éducation, mais voilà un geste d'éducation, voilà un geste de débat public, voilà un geste aussi qui est un véritable engagement intellectuel et qui permet de faire en sorte que l'université sorte de ses portes. Je voudrais remercier aussi le Centre de recherche en éthique pour l'organisation de cet événement. Et enfin, et surtout peut-être, je voudrais remercier encore une fois la librairie Olivieri. Je voudrais vous rappeler que ce genre de débat en dehors des frontières, si j'ose dire, de nos universités est possible en de très très rares occasions, sauf dans une institution comme celle-ci. Et il faut se rappeler qu'une institution comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des livres. Et donc, pour avoir été libraire pendant des années et avoir organisé des discussions comme celle-ci où les gens déposaient leur verre de vin sur les livres après la discussion, moi, ce que je vous invite, c'est à vous rendre compte de la chance énorme que vous avez, c'est-à-dire tous vos cadeaux de Noël sont ici. Et je terminerai aussi en vous rappelant que la littérature, nous avons parlé d'espoir tout à l'heure, la littérature est un des lieux d'espoir. Il y a la poète Ingeborg Bachmann qui, dans un recueil de poésie, disait « Toute personne qui tombe a des ailes ». Eh bien, je crois qu'ici, les ailes, ce sont les pages d'un livre, et je vous invite donc à les voir et à les consulter, et aussi à rendre hommage donc à celui qui nous accueille, qui est véritablement un lieu exceptionnel. Merci beaucoup.